archipel océanique au nord de l'Europe, le Royaume-Uni s'étire depuis les falaises de craie de la Manche jusqu'aux fjords du nord de l'Écosse. À l'ouest, il enjambe un bras de mer pour unir en son sein l'Irlande du Nord. Ses 16 000 km de côte, ses reliefs contrastés et son grand écart de latitude ont influencé une répartition très inégale de la population. Les disparités sont fortes entre le nord et le sud de l'île, entre des territoires désertés et des villes saturées, entre Londres et le reste du pays. C'est en régnant sur les mers que le Royaume-Uni a étendu son territoire par-delà ses frontières, développé son commerce et bâti un empire qui culmine au début du XXe siècle. Aujourd'hui, les anciennes divisions menacent toujours son équilibre et son intégrité. Prenons 24 heures, entre un lever de soleil et son coucher, pour découvrir les forces qui l'animent et façonnent le territoire de ce pays qui s'est choisi un nouveau destin européen. De nuit, seules brillent les lumières des principales villes du pays. Belfast, en Irlande du Nord, Cardiff, au pays de Galles, Glasgow, en Écosse, et au sud, l'immense métropole londonienne, en Angleterre. Il est 5 heures du matin. Au nord de l'Écosse, à Peterhead, Amity II, le chalutier de Jimmy Buchan, rentre au port, après une campagne de pêche en mer du Nord qui a duré 10 jours. On est déjà au boulot quand la plupart des gens sont encore au lit. On décharge les poissons blancs pour la criée. Il y a pas mal d'espèces différentes. Du cabillaud, de l'aigle fin, de la lotte, des limandes. Ensuite, on débarquera les langoustines. C'est vraiment le top, ça vaut très cher. En quelques heures, elles seront expédiées partout en Europe. C'est un circuit très très rapide. À l'autre bout de la grande île, dans l'extrême sud, le balai des trains de marchandises qui empruntent le tunnel sous la Manche a déjà commencé. Le tunnel a 20 ans. Il a arrimé le Royaume-Uni au continent européen, devenu son premier partenaire commercial. 24 heures sur 24 et 365 jours par an, les poids lourds, marchandises et chauffeurs sont chargés sur les immenses trains de fret qui filent sous la Manche. Le flux s'exécute sous la supervision étroite des techniciens du terminal anglais de Folkestone. So you need the route through the access 158, over? That's correct. Okay, so you don't move for the moment. Okay, cheers up. Thank you, cheers up. Son train est trop long. On va bloquer l'accès à 4 plateformes si on fait ça. Neil Page supervise les opérations dans la salle de contrôle souterraine de Folkestone, qui se targue d'avoir le plus grand tableau optique d'Europe, 32 mètres de long. À gauche, le terminal britannique et à droite, le terminal français. Les trains sont chargés sur la plateforme, puis ils entrent dans le tunnel. Le tunnel nord est le tunnel normal pour les trains qui circulent du Royaume-Uni vers la France. À la sortie, le train effectue une boucle pour être déchargé, puis il est rechargé et retourne au Royaume-Uni par le tunnel sud. La première année d'exploitation, on a eu environ 100 000 navettes de fret. Et aujourd'hui, on transporte 1,6 million de camions. Autant dire que l'augmentation du trafic a été phénoménale.
Déchargés des navettes, les poids lourds empruntent la M20 en direction de Londres. À cette heure matinale, le trafic est intense. Il leur faudra 2 heures pour parcourir les 100 km qui les séparent de la capitale. Si le tunnel concentre les échanges avec l'Europe continentale, la Grande Île compte aussi plusieurs grands ports qui la relient à ses partenaires d'import-export dans le monde. L'Allemagne, les Pays-Bas et les pays du Nord, mais aussi les États-Unis et la Chine. Aujourd'hui, la moitié des échanges de marchandises se fait encore par la mer. Dans le sud, à la latitude du tunnel, les ports de Bristol, Southampton ou Felixstowe, qui rayonnaient déjà au temps de l'Empire, sont toujours là, en ordre de marche à 6 heures du matin. Tous ces ports gravitent dans l'orbite de Londres, la ville-monde qui capte la plus grande part de leur trafic. Depuis 3 siècles, Londres a associé sa fortune et son expansion à la Tamise, le fleuve qui la traverse de part en part. Les bateaux venus du monde entier déchargeaient leurs marchandises sur les kilomètres de quais qui longent la Tamise jusqu'au centre de la ville. Le cœur historique de Londres réunit à 2 pas de la Tamise les sièges de sa puissance politique, les palais royaux, et ceux de sa puissance économique, les immeubles du quartier de la City. Face à la City, voici le Shard, haut de 310 mètres, inauguré en 2012, planté au cœur du vieux Londres comme pour symboliser sa vitalité et son incroyable dynamisme. Il est bientôt 8 heures et au siège de la Bourse de Londres, les cloches vont sonner l'ouverture des marchés. La City est une enclave de 3 km² qui bénéficie de lois fiscales très avantageuses, raison pour laquelle des centaines de banques, la moitié des assureurs de la planète et 80% des fonds d'investissement s'y sont implantés. 1 milliard de dollars s'y échangent chaque minute. Autrefois à la tête d'un immense empire commercial, la capitale est aujourd'hui devenue une place financière centrale, connectée au reste du monde grâce à un vaste réseau de câbles sous-marins à fibre optique. Plus rapide que les liaisons satellites, ces connexions à très haut débit relient Londres à New York, Hong Kong ou Tokyo. Résultat, les opérations boursières se traitent 1 million de fois plus vite qu'il y a 10 ans. Un trading haute fréquence qui a révolutionné les marchés. Huy Nguyen Trieux est un homme d'affaires d'un nouveau type qui fait la synthèse entre la finance traditionnelle et les technologies de pointe. Ces 10 dernières années, plus d'1 million de personnes ont emménagé à Londres. La ville est devenue la capitale mondiale de la FinTech. Elle concentre toutes les innovations liées à la technologie et à la finance. Bien plus que New York, la Silicon Valley ou Hong Kong, par exemple. Et si la City conserve la haute main sur la finance traditionnelle, le cœur battant de cette nouvelle finance technologique s'est établi à moins de 5 km, dans le nouveau quartier de Canary Wharf, bâti dans l'ancien quartier des docks, qui ont fait la fortune de la ville. Plusieurs milliers de nouvelles entreprises ont été créées à Londres ces 2 dernières décennies. Il s'agit parfois de toutes petites structures qui viennent chercher soutien et conseil auprès de Huy. Ces 10 dernières années, le visage de Londres a totalement changé. Aujourd'hui, il y a le Shard, la râpe à fromage, la tour Heron. Toutes ces tours n'existaient pas il y a 5 ans. Elles sont là parce que le gouvernement a été très proactif en encourageant le développement des startups au Royaume-Uni. L'expansion et l'enrichissement de Londres a pour conséquence qu'habiter au centre est devenu hors de prix. Du coup, les jeunes gens aisés de Canary Wharf se sont jetés sur les anciens quartiers populaires du centre qui se métamorphosent et s'embourgeoisent à vue d'œil. Ce que les sociologues ont appelé la gentrification. La capitale britannique est aujourd'hui une des villes les plus chères du monde pour se loger. À 5 km de la City,
le prix moyen du mètre carré se négocie autour de 12 000 euros. À 3 km, entre 15 000 et 18 000 euros. Pour atteindre au centre-ville un prix moyen proche de 25 000 euros. Londres est loin de se réduire au centre historique et aux quartiers situés de part et d'autre de la City. Londres est immense et continue d'attirer plus de 100 000 personnes chaque année. Le Grand Londres compte 32 arrondissements qui portent les limites de la ville proprement dite à 25 km des palais royaux du centre. Il regroupe à lui seul 8 600 000 habitants. Au-delà de ce Grand Londres, après une ceinture verte créée en 1947 comme un poumon de verdure, commence l'ère métropolitaine. Un espace très densément peuplé, où dès les années 60, avec la création de villes nouvelles comme Milton Keynes, les banlieusards tentent d'échapper au phénomène de la congestion urbaine. 15 millions de personnes résident dans cette ceinture métropolitaine. C'est l'espace d'extension maximale du commuting qui étend son rayon à 150 km de la capitale. Au total, Londres et sa banlieue représentent donc environ 23 millions d'habitants, plus d'un tiers de la population du Royaume-Uni sur un cinquième du territoire. Londres est donc la capitale hypertrophiée d'un pays inégalement habité. À ce déséquilibre démographique s'ajoute le poids réel et symbolique de ce que les Anglais eux-mêmes appellent le clivage nord-sud. Pour la plupart des Britanniques, le clivage nord-sud est une donnée évidente, intégrée à la représentation collective qu'ils ont du royaume. Benjamin Hennig, qui enseigne la géographie à Oxford, a donné à cette division une réalité concrète qui s'inscrit dans le territoire. La ligne de fracture commence à environ 150 km de la capitale. La Fosse Way est une voie romaine. C'est la première frontière occidentale de l'Empire romain avant la conquête de terres plus au nord. Les premières traces de cette rupture entre le nord et le sud. La Fosse Way des Romains ralliait Exeter à Lincoln. Elle séparait les régions calcaires et relativement plates du sud des régions granitiques et accidentées du nord, où sont concentrées les ressources minières qui ont été le moteur de la révolution industrielle. Nous sommes en train de survoler la ligne qui sépare ces zones géologiques. C'est ici que l'industrie est née. La nature a vraiment fourni ce qui a permis au nord d'être le cœur industriel du pays à l'époque. C'est autour des grandes villes du nord, Sheffield, Birmingham, Manchester, que se sont concentrés les bastions de la sidérurgie et du textile britannique. Elles ont grandi autour des mines de fer ou de charbon dont regorgeait le sous-sol de ces régions. La richesse produite dans le nord a été ramenée vers le sud. L'industrialisation, ici dans le nord, a permis à l'Angleterre de bâtir son empire. Ces industries ont maintenu le pays pendant près de 2 siècles, jusqu'à la fin des années 1980. À 250 km au nord de Londres, Sheffield a été la capitale de l'acier britannique. La ville a été un foyer pour l'innovation sidérurgique, puisque c'est là qu'a été inventé l'acier inoxydable. L'acier de Sheffield est renommé. Voici l'une des plus petites aciéries. C'est l'une des rares à être encore en service. La fin de la métallurgie à Sheffield, ou celle du textile à Manchester, autrefois surnommée Cotonopolis, le déclin général de l'industrie dans les villes du nord de l'Angleterre ont posé brutalement la question de leur reconversion. Au nord-ouest de Sheffield, Liverpool est une autre ancienne grande cité industrielle.
Mais c'était aussi et avant tout un port florissant. Au XIXe siècle et jusqu'aux années 30, les revenus de Liverpool furent supérieurs à ceux de Londres. Entre 1931 et 2001, la ville a perdu plus de 400 000 habitants, la moitié de sa population. Aujourd'hui, elle se repeuple doucement. Mais c'est d'abord les touristes que Liverpool a entrepris d'attirer. C'est la ville des Beatles et son port est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. « 10h30 viennent de sonner et Tristan Brady Jacobs est à sa planche à découper. Tristan est un artiste urbain qui s'intéresse aux traces abandonnées par la classe ouvrière quand elle s'est volatilisée. Il vit à Liverpool depuis 20 ans. À ce moment-là, l'Angleterre était un endroit gris et sombre. Mes amis à Newcastle pensaient que j'avais disparu dans un nuage de fumée. Tout ici évoquait l'abandon et la désolation. Mais j'ai adoré. C'était une époque fascinante. Pour mener ses recherches et ses interventions artistiques, Tristan parcourt la ville dans tous les sens. On est dans le Baltic Triangle, l'un des derniers espaces industriels. À droite, le vieux Canada Dock est devenu l'un de ces espaces pas très chaleureux, où les anciennes usines ont été rasées et où les concessionnaires automobiles poussent comme des champignons. Sur le front de mer, les Albert Docks, eux, vestiges de la grandeur passée de Liverpool, ont été totalement rénovés. Les bâtiments étaient seulement utilisés par les junkies et les pigeons. Mais avec des fonds européens et beaucoup d'imagination et d'énergie, la ville a transformé cet endroit en une attraction touristique mondiale pour les fans des Beatles. Liverpool a toujours été une ville pleine d'audace, comme les filles le vendredi et le samedi soir. Maquillées, bariolées comme des papillons qui vont mourir au bout de la nuit. Mais elles ont de l'audace. À 3 km du centre, sur la plage de Crosby, les hommes de fer regardent la mer. Quand l'œuvre a été installée, sa poésie a été immédiate. Ces petites silhouettes noires s'accordent avec le paysage, avec ses étendues de sable. Elles évoquent aussi ce qui se profile à l'horizon, la promesse de l'avenir. « 20 ans que les hommes de fer regardent la mer avec obstination. C'est bien normal. Dans le passé, elle a si souvent pourvu au salut du pays. C'est en dominant les mers que le royaume a dominé le monde. Et au moment où commençait le déclin industriel, les Britanniques ont eu la chance d'y trouver d'énormes gisements de gaz et de pétrole. Un véritable trésor national dissimulé sous les eaux territoriales. Et une autre aventure a commencé. Depuis les années 70, l'exploitation des gisements offshore de pétrole et de gaz naturel en mer du Nord a transformé le paysage de ces côtes du Royaume-Uni. Au nord-est de l'Écosse, la ville d'Aberdeen tout entière s'est tournée vers les richesses des hydrocarbures de la mer du Nord. Il est 11h sur l'héliport d'Aberdeen. C'est enfin l'heure du départ pour une des nombreuses équipes de relève de la plateforme pétrolière Elgin Franklin. Des missions de 3 semaines en pleine mer, à 250 km à l'est d'Aberdeen. Voici le cœur du dispositif. C'est ici que les hommes d'Elgin commandent toute la production. Le système de lutte incendie et d'arrêt d'urgence.
Depuis la salle de contrôle, ces hommes peuvent commander toute l'installation, jusqu'à la moindre valve, aussi bien ici, sur ce site, que sur les jeans PUQ, les jeans A, les jeans B et même Franklin et West Franklin, qui sont pourtant assez éloignés. Mais leur mission la plus importante, c'est d'optimiser les puits. La plateforme de forage a été mise en service en 2000. Elle illustre les difficultés auxquelles doivent faire face les industriels aujourd'hui. Exploiter des gisements enfouis dans une roche imprégnée de gaz à une profondeur de 6 km. L'exploitation du pétrole et du gaz du Royaume-Uni repose sur un réseau de 600 plateformes de forage. Les flux circulent dans des milliers de kilomètres de pipelines sous-marins. Le réseau est interconnecté avec la plupart des autres pays européens. La production de pétrole et de gaz du Royaume-Uni couvre un peu plus de la moitié de sa propre consommation. Depuis une quinzaine d'années, la production de pétrole britannique a baissé de moitié. Les gisements s'épuisent et il faut démanteler les plateformes. Une opération longue et coûteuse à laquelle s'ajoute l'obligation d'entretenir le vaste réseau des pipelines. Comme ses voisins européens, le pays doit réviser son modèle énergétique. Il l'a fait en exploitant au maximum les sources d'énergie renouvelables dont l'a doté la nature. Et en premier lieu, le vent, qui souffle avec générosité sur la quasi-totalité du royaume. Au Royaume-Uni, l'éolien est déjà une réalité incontournable qui lui fournit 10% de sa production totale d'électricité. Avec 1452 turbines réparties dans 27 sites, le Royaume-Uni s'est hissé en 2015 au deuxième rang mondial de l'industrie éolienne offshore, derrière l'Allemagne et devant la Chine. Le Royaume-Uni possède une autre source d'énergie pleine de promesses, l'énergie marémotrice. L'archipel se situe à la confluence de plusieurs mers. Manche, mer du Nord, mer d'Irlande, océan Atlantique. Quand leurs eaux se rencontrent, la vitesse des courants, l'amplitude des marées augmente considérablement. Lisa McKenzie est responsable à l'EMEC, le Centre européen de l'énergie marine, un organisme public qui mène des recherches sur le futur de l'énergie marémotrice. Au nord de l'Écosse, l'archipel des Orcades est le grand laboratoire mondial de cette énergie. Depuis 2 décennies, toutes les entreprises impliquées dans son développement viennent y tester leurs prototypes de turbines hydrauliques. On arrive sur le site de test. La plateforme Open Hydro est juste devant nous. Pour l'instant, la turbine est hors de l'eau. Elle fait 6 mètres de diamètre, c'est très volumineux. Mais pour l'exploitation commerciale, l'entreprise compte déployer des turbines de 16 à 20 mètres de diamètre. Au sud de l'archipel, le détroit qui sépare les Orcades du reste de l'Écosse est surnommé l'Arabie saoudite de l'énergie marine. La vitesse des courants y est spectaculaire, jusqu'à 5 mètres par seconde, et ces marées sont parmi les plus rapides du monde, atteignant parfois 30 km/h. Ici, les autorités se sont lancées dans une entreprise très ambitieuse, le projet Magen, la plus grande usine marémotrice du monde en construction. Dans 6 ans, ces 400 turbines fourniront l'électricité à 40 000 foyers écossais. Ce sont les courants de marée les plus forts d'Europe. Il y a vraiment beaucoup d'énergie ici. Et c'est là qu'on développe les sites les plus avancés pour le moment. Pour abriter son laboratoire de recherche, l'EMEC a choisi la plage de Billiacroo, sur la côte ouest de l'archipel. Les techniques mises au point à l'EMEC s'intègrent dans une stratégie commerciale. La technologie que l'on teste ici aux Orcades va avoir besoin d'un nouveau marché. Et l'EMEC voudra vendre sa technologie non seulement au Royaume-Uni ou en Europe, mais aussi aux Amériques et en Asie.
La mer est le partenaire naturel du Royaume-Uni. Paradoxalement, à l'heure des turbines marémotrices ultramodernes, le secteur de la pêche paraît mal en point, affecté dans les dernières décennies par les réglementations européennes. À 50 km au nord d'Aberdeen, Peterhead est de loin le port le plus actif du Royaume-Uni. Il est 11h30. Au marché aux poissons de Peterhead, la criée touche à sa fin. Une excellente matinée pour Jimmy Buchan, qui a écoulé toute sa pêche. Il a soigneusement sélectionné ses prises en privilégiant toujours les choix du consommateur européen, de très loin son meilleur client. C'est un excellent produit, goûteux et charnu. Il est très recherché par nos voisins européens, plus que par les Britanniques. C'est drôle, on est une nation insulaire et la mer nous fournit une manne qu'on n'apprécie pas à sa juste valeur. Les Espagnols, les Français et les Italiens, eux, sont de grands mangeurs de poissons. Il y a beaucoup de calamars aujourd'hui. 500 caisses, c'est beaucoup, même pour un grand marché comme ici. C'est une pêche très lucrative. Et surtout, il n'y a pas de quota sur le calamar. Ces quotas de pêche imposés par l'Union européenne ont permis une gestion collective de la ressource, mais aussi profondément restructuré le secteur. À Peterhead, en 25 ans, les 3/4 de la flotte locale ont disparu. J'ai 40 ans de métier derrière moi. On a appris de nos erreurs et j'espère qu'on aura un avenir. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'assurer la relève. Aujourd'hui, pour continuer à vivre des ressources de la mer, nombreux sont ceux qui ont abandonné leurs bateaux, les filets et les sorties en mer. Le métier change. Les pêcheurs écossais sont remplacés par les éleveurs de saumon. Un secteur qui affiche une indéniable santé, au point qu'elle en modifie le paysage. La plupart des fermes d'aquaculture sont situées dans l'archipel des Orcades, aux îles Shetland et sur les côtes nord et ouest de l'Écosse. Nous sommes à Skourie. À la ferme Loch Duart, comme tous les jours, c'est l'heure de se rendre au bassin pour réoxygéner l'eau des saumons. La ferme d'élevage emploie 100 personnes et s'étend sur 15 000 nautiques dans le fjord. Notre défi, c'est que cet endroit est idéal pour élever des saumons, mais aussi très difficile car la nature est sans pitié. On a connu des ouragans et des invasions de méduses, et ça peut totalement dévaster notre exploitation. Les saumons naissent dans les écloseries en eau douce. Ils y restent 18 mois et sont progressivement habitués à l'eau salée avant d'être installés dans des parcs en mer. Ils y vivent alors jusqu'à l'âge de 3 ans. 3 ans, c'est beaucoup de travail, beaucoup de gestion. Le saumon est un carnivore, il mange beaucoup. Il lui faut une bonne nourriture. C'est pour ça qu'on utilise des aliments riches en farine et en huile de poisson. C'est ce qui lui donne ce goût si puissant et singulier. Aujourd'hui, l'industrie du saumon pèse près de 230 millions d'euros en Écosse et représente 94% du saumon produit dans l'Union européenne. L'élevage du saumon est une industrie nouvelle et passionnante. Et nous apprenons sans arrêt. Si vous voyez autant de jeunes gens intelligents et compétents sur le plan scientifique dans l'entreprise, c'est parce qu'ils ont envie de faire partie de cette aventure. Notre credo, c'est d'être en mesure de continuer cette activité dans 100 ans et même dans 200 ans. Quand on y pense, c'est une bonne ligne de conduite. Il est 13 h, l'heure du repas pour les éleveurs de Loch Duart qui font cette pause à proximité des bassins.